Merci beaucoup pour cet accueil et bonsoir à tous. Alors je vais partir du titre de la conférence, Entreprise et développement durable, mariage de raison ou flirt de circonstances. Je me disais, pour parler aussi de l'actualité, qu'on pourrait dire qu'il y a deux autres possibilités qui ne sont pas évoquées dans le titre. On pourrait dire le mariage blanc, dont je trouve que le scandale actuel provoqué par la mise au jour de la fraude de Volkswagen est l'illustration, un engagement non tenu, les mensonges, une apparente conformité à des normes qui masquent une autre réalité. Et puis n'est pas évoqué dans le titre la possibilité d'un mariage d'amour. Or, c'est quand même souvent de cette façon-là que les entreprises parlent de leur contribution au développement des sociétés dans lesquelles elles se trouvent. Voilà, alors, il me semble, et c'est ce que je vais essayer de détailler là dans mon exposé, que la réalité est sans doute plutôt dans l'alternative qui est indiquée par le titre. Mais alors, il me semble qu'on peut relire l'histoire de ces 30 dernières années comme la prise de conscience que des démarches dispersées, opportunistes, ne sont pas suffisantes, que les entreprises s'en rendent compte. Donc c'est pour ça qu'on peut sans doute, elles sont sans doute amenées à concevoir leurs activités en matière de développement durable comme étant nécessaires, donc d'où l'idée d'un mariage de raison. Alors je vais essayer d'illustrer ce propos à la fois à partir de ce que Henri-Claude vient d'évoquer, à la fois les recherches que je mène depuis une douzaine d'années maintenant autour de l'action, de l'étude de l'action des multinationales dans différents pays du Sud. Voilà, et nous avons eu au sein de mon programme de recherche des collaborations avec différents chercheurs pour étudier donc, des activités aussi diverses que celles de Total des pétroliers au Nigeria, donc les effets de l'activité pétrolière sur le développement local et surtout sur le tissu social local. Deux conventions de recherche avec Danone pour étudier la filière du plastique et du recyclage et les conditions de vie et travail des chiffonniers et aussi les enjeux liés à l'intégration de plastique recyclé dans les bouteilles plastiques d'eau de Danone en Indonésie et au Mexique. Une convention de recherche aussi avec le CCFD pour étudier l'implantation de Michelin en Inde. Une autre convention avec Veolia pour le premier partenariat public-privé de cette ampleur en Inde, de raccordement à l'eau potable de la ville de Nagpur. Voilà, je crois que j'en oublie encore, mais ça vous donne une idée d'une diversité d'entreprises étudiées pour essayer de regarder donc leurs effets sur le développement, non seulement à court terme, mais en essayant de regarder à plus long terme leurs effets. Et puis, voilà, le livre qui va sortir, enfin qui est sur le... Il y a pas mal d'exemplaires qui sont disposés là, à la sortie. L'entreprise au défi du climat, c'est un livre que j'ai écrit alors avec deux autres co-auteurs et une dizaine d'autres contributeurs. Et les deux autres co-auteurs, dont un était déjà un des co-auteurs du livre 20 propositions pour réformer le capitalisme, et Frédéric Ball, qui a fait en gros une grande partie de sa carrière chez Total, et Xavier Becquet, le troisième, et lui ancien cadre dirigeant du groupe Alstom. Voilà, c'est pour vous dire que c'est du lourd. Donc les réflexions que nous avons collectivement avec donc, les autres contributeurs qui appartiennent à la même association que nous avons créée il y a quelques années, justement suite au livre Ma Proposition. L'association, nous l'avons intitulée « L'entreprise, une bonne nouvelle ». Alors pour dire que voilà, derrière il y a la conviction que l'entreprise a une fonction dans la société, qu'elle est utile ou qu'elle devrait être utile. Et en même temps, tout le travail qui a été le nôtre, c'est d'essayer de décortiquer les enjeux actuels. Et tout le livre, il consiste à essayer de regarder quels sont à la fois les blocages et les leviers en ce qui concerne la mise en œuvre par les grandes entreprises de la transition énergétique. Voilà, alors on ne parle pas de tous les aspects du développement durable, mais je crois que si on parle, ça c'est aussi une de nos convictions, c'est qu'aborder les questions énergétiques et climatiques, c'est une manière de se pencher aussi sur les enjeux sociaux. Et en fait, au point de départ de notre ouvrage, il y avait aussi la préparation d'un colloque qui a eu lieu il y a une année, organisé par le CERAS à Paris. Et le titre du colloque était « Quelle justice sociale à l'heure de la transition écologique et énergétique ?» Et au sein de notre association, nous avons essayé de réfléchir en nous disant quelle est finalement la responsabilité que peuvent porter les entreprises vis-à-vis des enjeux climatiques qui sont aussi des enjeux de justice sociale.
Alors, je peux réfléchir à ce que je pouvais essayer de proposer. Finalement, je me suis dit que c'était pas mal de suivre le parcours du livre pour proposer une réflexion sur ce sujet. Alors, je vais commencer par donner quelques éléments, mais je pense que, notamment pour tous ceux qui ont assisté à la conférence de Gaël l'année dernière, je pense qu'il avait donné pas mal d'éléments macroéconomiques. Alors, je vais juste reprendre quelques chiffres, quelques éléments qui permettent de réaliser à quel point les entreprises ont à faire partie de la solution face aux problèmes qui se posent. Et puis ensuite, j'essaierai de dire quelque chose des nouveaux modèles économiques qui s'essayent aujourd'hui pour être à la hauteur des enjeux de la transition. Dans le livre, nous essayons de montrer comment ce n'est pas suffisant parce qu'il nous semble qu'un certain nombre de ces nouveaux modèles, finalement, ne sont pas suivis d'abord par l'ensemble des entreprises parce que pour l'instant nous n'arrivons pas à aller vraiment au fond des problèmes, à la racine des problèmes. Donc voilà, j'essaierai d'en dire quelque chose pour revenir ensuite vers des entre guillemets, solutions possibles ou des pistes possibles, et notamment en concevant l'entreprise comme un acteur politique. Alors j'essaierai de dire ce que nous entendons par là. Alors d'abord sur le contexte. Alors je pense que maintenant nous parlons à propos de l'histoire à la fois du cosmos et de l'humanité, en tout cas pour ce qui se passe sur la Terre. Nous parlons de l'Anthropocène en disant, alors le début de l'Anthropocène, les chercheurs se disputent pour savoir si c'est le début de la révolution industrielle ou si c'est les années 1950. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas concevoir l'évolution de la planète sans concevoir en même temps l'action humaine dans cette évolution. Et le dernier rapport des experts sur le climat, le GIEC, souligne qu'il y a un très large consensus des scientifiques sur l'origine anthropique du changement climatique, et il nous alerte sur l'ampleur des désastres qui sont devant nous si nous n'infléchissons pas les tendances actuelles. Alors, les tendances actuelles, elles sont bien soulignées par exemple par l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Je vous donne là quelques chiffres juste sur les pronostics sur la consommation mondiale d'énergie. Entre 2002 et 2012, la consommation mondiale a augmenté de 30%. Il est prévu qu'elle augmente encore de 40% entre 2012 et 2035, avec une augmentation de la population mondiale de 43% d'ici 2100. Donc, augmentation de la consommation énergétique mondiale de 41% d'ici 2035 et 43% augmentation de la population d'ici 2100. Ça veut dire que la consommation énergétique continue à augmenter beaucoup plus vite que la croissance de la population. Alors, ce qui correspond bien sûr au fait que, notamment dans les pays émergents et les grands pays, la population continue à croître, notamment en Inde et dans un certain nombre d'autres pays comme le Nigeria aussi. Et que ces pays aspirent légitimement à avoir des conditions de vie, notamment pour la partie la plus pauvre de la population, des conditions de vie plus décentes. Mais il n'empêche, ça pose la question de savoir si nos modèles économiques peuvent suivre. Alors je donne un chiffre qui est tiré des travaux que Gaël Giraud a fait avec l'équipe du Shift Project. Ils ont fait une analyse de la manière dont la consommation d'énergie intervient dans la croissance du PIB depuis 70 ans dans les pays de l'OCDE. Et ce que montrent les calculs qu'ils ont faits, que ce soit pendant les 30 glorieuses, donc moment pendant lequel la croissance du PIB dans les pays de l'OCDE était forte, puis depuis 40 ans, en fait on trouve le même ratio, c'est-à-dire que 2/3 de l'augmentation du PIB par habitant est liée à l'augmentation de la consommation énergétique par habitant. Donc ça, ce sont des calculs qui montrent, et ce qui a été très peu pris en compte en fait par les économistes jusqu'à une date récente, combien dans la croissance du PIB, dans la croissance de la richesse produite par les pays, par les entreprises chaque année, eh bien, une large part est liée à la consommation énergétique, et consommation énergétique qui était largement des énergies fossiles. Voilà. Et quand par ailleurs on a des études comme celle d'une ONG liée à Oxford qui s'appelle Carbon Tracker Initiative, qui souligne que pour éviter un réchauffement supérieur à 2 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui est un seuil qui a été défini par les scientifiques pour dire qu'au-delà, on va vraiment au-devant de catastrophes très graves, pour limiter à 2 degrés l'augmentation de la température sur la planète en moyenne, eh bien, il faut laisser dans le sous-sol planétaire 70 à 80% des réserves en énergie fossile, donc charbon, pétrole et gaz. Évidemment, là, ce que je viens de vous dire, ce qui est envisagé pour l'instant comme tendance en termes de consommation énergétique, nous fait dire qu'on ne va pas y arriver.
et qu'on est dans des tendances qui sont beaucoup plus lourdes et voilà, avec des effets en chaîne. Alors je ne vais pas détailler toutes les catastrophes possibles si nous continuons comme nous le faisons, mais nous savons que nous sommes devant une situation qui nous met vraiment devant nos responsabilités et qui fait que nous allons droit dans le mur si nous continuons sur les modèles actuels. Et puis, alors j'ajoute encore tout un pan dans les problèmes qui se posent. C'est aussi, alors ça a été un peu moins étudié, là encore, par un certain nombre de chercheurs qui s'intéressaient beaucoup plus aux problèmes énergétiques qu'aux problèmes des ressources en minerais. Mais il y a aussi toute la difficulté liée à la raréfaction des minerais et qui sont absolument indispensables, y compris pour produire des énergies renouvelables. Voilà. Ce qui veut bien dire que quand on dit la solution c'est les énergies renouvelables, on n'a pas encore complètement résolu l'équation parce que pour l'instant en tout cas, une bonne part des énergies renouvelables sont produites avec des minerais qui sont en train de s'épuiser. Donc ça fait un tableau qui nous accule à réfléchir à des nouveaux modèles qui soient beaucoup moins énergivores et beaucoup moins aussi utilisateurs de ressources notamment non renouvelables. Et puis alors, je voudrais dire que le pendant du point de vue des enjeux sociaux de cette situation, alors je vais rappeler là encore quelques chiffres qui sont extrêmement frappants. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont lu l'année dernière, il y a 2 ans, des rapports d'Oxfam, l'ONG britannique, qui a calculé que dans le monde, aujourd'hui, enfin en 2014 ou 2013, 67 personnes détenaient autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. C'est-à-dire 67 personnes qui détiennent autant que 3,5 milliards de personnes. Ou un autre chiffre qu'il donne, c'est que 1% de la population détient plus de richesses que les 99% restants. Voilà, alors quand on en est bouche bée, c'est pas imaginable, on a sens ces écarts, mais ça nous dit bien aussi qu'une des sources sans doute des problèmes, et on parle aussi beaucoup des problèmes des migrations aujourd'hui, elles sont sûrement aussi liées à cette croissance abyssale des inégalités sur la planète. Et puis, si on veut prendre en compte l'articulation entre les enjeux climatiques et les questions sociales, nous savons aussi que les populations les plus vulnérables de la planète vis-à-vis des changements climatiques sont souvent aussi celles qui sont les plus pauvres, ou que ce sont aussi les populations les plus pauvres des pays, y compris des pays riches, qui ont moins de capacité à s'adapter et à faire face aux désastres. Voilà, alors tout ça invite à réfléchir à la fois en termes de ce qu'on appelle la durabilité et ce qu'on appelle l'équité aussi. Alors là, vous retrouvez des principes éthiques qui sont largement présents dans tout le discours sur le développement durable, puisque quand les entreprises ou les États parlent de développement durable, le plus souvent, elles invoquent 3 objectifs qui doivent aller ensemble: la croissance économique, le progrès social et le respect de l'environnement. Alors, voilà, je vais essayer de dire ensuite pourquoi je pense qu'il y a un problème quand on fait comme si ces 3 objectifs pouvaient sans problème être mis ensemble. Alors, quand même, pour dire quelque chose des efforts actuels, deuxième point, voilà, nous avons de nouveaux modèles en ce moment qui depuis un certain nombre d'années, sont en train d'être testés. Alors, je voudrais d'abord reprendre quand même ce qui est proposé par un certain nombre d'experts, notamment en France, à propos de ce qu'on appelle les scénarios de la transition écologique et énergétique. On se souvient qu'il y a 3 ans, François Hollande a mis en place un débat national sur la transition écologique et énergétique. Il a fait travailler pendant plus d'1 an 80 experts de différentes disciplines pour qu'ils proposent des scénarios, et des scénarios qui pouvaient être donc en débat les uns vis-à-vis des autres, pour essayer de trouver des chemins qui permettent à la France, comme en principe les pays européens, l'objectif étant de réduire par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport au niveau de 1990. Et donc il y a eu une douzaine de scénarios qui ont été proposés dans le cadre donc, de ce débat national sur la transition. En gros, tous ces scénarios tournent autour de 3 pôles à faire jouer les uns avec les autres. Un premier pôle qui est celui de l'efficacité énergétique, donc qui consiste à essayer de voir comment est-ce qu'on peut produire autant mais en consommant moins d'énergie, moins de ressources. Un deuxième pôle qui est le pôle des énergies renouvelables, donc comment essayer de transformer notre mix énergétique, avec un grand sujet qui est le débat aussi sur la place du nucléaire dans ce mix énergétique. Et puis un troisième pôle qui est celui de la sobriété.
Alors d'ailleurs que certains mettent, moi j'aurais tendance à mettre en premier, par rapport à ce que je viens d'évoquer, des contraintes liées au fait même que les énergies renouvelables toutes seules ne suffiront pas à nous permettre de transformer l'essai. Et donc, juste pour revenir aussi sur l'efficacité énergétique et les problèmes que pose cette idée de promouvoir des modèles économiques plus sobres en énergie, la difficulté est liée à ce que les économistes appellent l'effet rebond, au fait qu'il ne suffit pas de produire un bien en utilisant moins d'énergie, il faut aussi réduire la production du nombre total de ce bien produit, enfin, qui est mis sur le marché. Or, l'effet rebond, c'est précisément le fait que quand souvent on économise d'un côté, eh ben on en produit et on en consomme d'autant plus de l'autre. Et surtout quand il y a en plus une demande en expansion. Voilà. Alors, ce qui fait dire que le vocabulaire autour de la croissance verte peut être extrêmement ambigu, parce qu'au fond, ça peut être une manière de continuer le entre guillemets business as usual, simplement en essayant d'être plus efficace, mais si on consomme et si on produit et qu'on consomme toujours plus, ben, au fond, rien n'est résolu. Alors, justement, dans ces scénarios de la transition, il y a donc bien cette idée qu'il faut en même temps promouvoir des nouvelles formes de sobriété qui permettent vraiment de réduire la production. Alors, il y a différents modèles économiques qui sont proposés. Il y a déjà le fait de déterminer quelles sont les filières vertes, les filières qui permettent d'aller dans le sens de créer des emplois, de créer de l'activité et donc de créer de la croissance en allant dans le sens d'économies plus sobres. Alors, on a évidemment le secteur quand même des énergies renouvelables qui est pris en compte. Tout ce qui est optimisation des consommations de ressources naturelles, et notamment en matière de bâtiments à faible énergie environnementale, tout ce qui est autour de la chimie verte, des matériaux biosourcés, les véhicules décarbonés, etc. Il y a tout ce qui a trait au cycle des ressources naturelles et à la gestion de ce cycle, c'est-à-dire le captage, le stockage, la valorisation du CO2, tout ce qui est autour de l'eau et de l'assainissement, le recyclage et la valorisation des déchets. Alors là encore, tout ce que je viens d'évoquer pose quand même le problème à la fois de l'effet rebond et puis de ce qu'on appelle l'effet parc. L'effet parc, c'est dire que si on veut par exemple faire en sorte que tous nos bâtiments soient à énergie positive, eh bien en fait on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc en fait il faut du temps, et l'effet parc, c'est qu'on n'a pas les moyens de le faire rapidement. Et donc comme tout ça est très urgent, il y a une difficulté avec donc il n'est pas suffisant d'avoir recours à ces seules filières. Alors en même temps, ensuite, il y a tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui consiste à dire qu'on va pouvoir regarder tout le cycle de vie d'un produit, depuis la fabrication, la commercialisation, l'utilisation, la réparation, le réemploi des composants, le recyclage et la valorisation des déchets, ce soit notamment par la méthanisation, le compostage, enfin différents types de techniques. Voilà, et je rappelle, vis-à-vis des ressources, certaines estimations faites par des experts des ressources en minerais soulignent qu'a priori, on a, au rythme de consommation actuel, 30 à 60 ans de réserves prouvées de nickel, de cuivre et de plomb, qui sont parmi les minerais que nous utilisons pour fabriquer beaucoup de biens et de services. Alors, du coup, il y a aussi tout ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, qui est aussi un moyen d'essayer de trouver des solutions pour utiliser des biens et services dont nous avons besoin pour notre vie quotidienne, mais en essayant de faire en sorte de mutualiser ces biens et services. Alors, évidemment, il y a un exemple pour les Parisiens, le Vélib ou le Vélov à Lyon, ou ça peut être Kiloutou. On sait que, alors ça, je crois que c'est tous les le matériel de bricolage. Je crois que si quelqu'un en achète, il l'utilise 0,5% du temps. Enfin, c'est extrêmement minime, mais en fait, il y a donc un gaspillage là énorme. Donc, le fait de pouvoir louer le matériel dont on a besoin peut être une solution pour se dire qu'à la fois, ça fait vivre celui qui loue le matériel, et ça veut dire qu'on produit moins de matériel. Donc c'est changer les modèles économiques de façon à remplacer par des services une partie de la production. Et selon McKinsey, l'économie nette possible en Europe serait de 380 milliards de dollars par an. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais c'est une étude d'il y a 1 an et demi qui donne ces chiffres qui sont quand même très impressionnants pour dire qu'il y a vraiment a priori là, alors c'est plus qu'une niche, mais vraiment
tout un secteur et de déploiement, enfin de créativité pour justement transformer ces modèles économiques. Et puis, alors c'est un peu lié à l'économie de fonctionnalité, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'économie collaborative, alors dont un bon exemple, je pense, est Blablacar aujourd'hui. Je pense que les jeunes dans l'Assemblée sont plus familiers de l'usage de Blablacar que les plus âgés, qui ont sans doute leur voiture personnelle. Et moi, pour discuter avec pas mal d'étudiants, je me rends compte que beaucoup d'entre eux choisissent, alors qu'ils auraient les moyens de s'acheter une voiture, choisissent de ne pas s'en acheter. Et aussi parce qu'ils trouvent que les modèles type Blablacar sont très commodes. Je ne sais pas si c'est toujours par conviction écologique, mais en tout cas, je pense qu'il y a des changements de comportement de ce côté-là. Alors, tous ces modèles d'économie collaborative, ils commencent à être. Il y a eu des essais, ils se développent. Alors ils nous permettent de regarder aussi les effets pervers potentiels qui sont maintenant bien identifiés et le fait que ça peut aussi donner lieu à une précarisation des conditions de travail de certains qui se mettent à leur compte et qui n'ont pas très peu de protection sociale. Voilà. Et donc, il y a aussi une récupération possible par le tout marché de certains de ces modèles. Voilà, c'est pour ça que dans le livre, bien, après c'est le chapitre 3, ce que je viens d'expliquer sur ces nouvelles formes, et nous disons, mais au fond, voilà, on voit bien que l'essai n'est pas du tout transformé pour l'instant, et donc ça nous a amené à nous dire, mais au fond, eh bien, finalement, qu'est-ce qui est à la racine des problèmes, et qu'est-ce qui fait que ça bloque et qu'on n'arrive pas, pour l'instant, à changer de modèle. Alors les uns et les autres, c'est vrai que le livre part de l'expérience de personnes qui, pour la plupart d'entre eux, travaillent dans des grandes entreprises. Donc c'est plutôt des multinationales du CAC 40 que des PME. Alors il y en a une des contributrices du livre qui, elle, est vraiment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un peu c'est un peu le grand écart, mais du coup c'est très intéressant parce que ça permet de voir une palette de possibles, mais il n'empêche que ce que nous essayons de décortiquer des problèmes qui se posent, nous les regardons d'abord pour ce qui concerne les grandes entreprises. Bon. Alors on a essayé de réfléchir à ce qu'est finalement la logique pour un chef d'entreprise, et alors là je m'appuie sur ce que disent ceux qui sont vraiment dans l'entreprise. Alors il y en a un d'entre eux qui a utilisé une image que finalement on a reprise dans le livre, qui n'est pas très élégante, mais c'est l'image d'une baignoire sans monde, en disant au fond pour un chef d'entreprise, quel qu'il soit, l'idée que en début du mois, alors pas justement, sans doute pas pour les grandes entreprises, mais pour les plus petites entreprises, il y a une incertitude pour savoir si on va réussir à payer à la fin du mois tous les salariés, si on va réussir à pouvoir payer tous les services nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc, il y a quelque chose qui fait que tout ce qui apparaît comme des contraintes et des coûts supplémentaires est pris avec beaucoup de réserve. Voilà. Alors, on s'est dit, tant qu'on continue à réfléchir de cette manière-là, en fait, on risque de ne pas s'en sortir, parce que ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre, justement, alors on voit bien dans le vocabulaire utilisé par les entreprises, du développement durable, de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, ça va être compris comme quelque chose qui est à côté du nerf de la guerre. Bon. Et au fond, si nous voulons vraiment changer d'échelle et pas en rester à des bonnes pratiques dispersées de la part de quelques acteurs qui veulent montrer qu'ils essayent de changer de modèle, mais qui le font de façon, en fait, à côté de ce qui compte vraiment, eh bien, il faut arriver finalement profondément à faire en sorte que relève de la stratégie de l'entreprise les engagements en matière de développement durable. Alors du coup, ça pose la question de savoir pourquoi on a tant de mal à faire en sorte que justement les choses convergent, et sans en rester à une simple rhétorique. Alors voilà, alors c'est la première chose qu'on essaye d'analyser, c'est de se dire finalement ce discours développement durable qui fait comme si on allait facilement pouvoir associer la logique financière, en gros avec la logique extra-financière. C'est bien souvent un mensonge, parce que d'une part, alors ça c'est plutôt moi qui le dis, je trouve qu'il y a dans cette logique dite gagnant-gagnant, cette idée que donc ces objectifs sont conciliables assez aisément. Eh bien en fait, je pense qu'il y a un mensonge par rapport au fait que des gens sont déjà perdants aujourd'hui au partage de la richesse créée, qu'il y a un certain nombre de parties prenantes dont les intérêts ou les droits peuvent être lésés par la manière dont aujourd'hui la valeur économique et financière est créée et partagée. Et donc, il nous semble beaucoup plus juste d'indiquer qu'il y a des tensions entre ces objectifs pour essayer de voir comment on peut ensuite résoudre ces tensions-là.
Alors, de ce point de vue-là, j'avais envie, on ne le cite pas du tout dans notre livre, mais de citer deux petits passages de l'encyclique Laudato Si, dans lesquels finalement le pape nous interpelle tous, d'ailleurs comme consommateurs ou comme cadres ou chefs d'entreprise, sur les défis et les problèmes posés par la logique actuelle prédominante, par ce discours sur le développement durable. Alors, je commence par lire un paragraphe qui est presque, qui est violent de la part du pape. Il nous dit « C'est la même logique qui pousse à l'exploitation sexuelle des enfants ou à l'abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. C'est aussi la logique intérieure de celui qui dit « Laissons les forces invisibles du marché réguler l'économie » parce que ces impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables. C'est le numéro 123. Voilà, alors ce qui est très impressionnant, c'est de voir que le pape met sur le même plan, en tout cas en disant que c'est la même logique, celle qui pousse à un crime avéré, qui est l'exploitation sexuelle des enfants, l'abandon des personnes âgées, et puis le fait de dire, au fond, il y a pas d'omelette sans casser des œufs, il y a des dommages inévitables liés à nos modèles économiques, et au fond, il faut laisser faire le marché, parce que c'est quand même le marché qui nous permet de créer de la richesse. C'est une même logique à l'œuvre, qui est une logique en fait donc criminelle, mortifère. Puis le pape s'explique ensuite, un peu plus loin, alors, au numéro 194, sur les conséquences du point de vue des modèles économiques. Et il souligne, alors il ne parle pas de perspective gagnant-gagnant, mais là il parle de juste milieu. Et il dit, il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. Voilà, donc c'est une invitation finalement à remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire à réordonner les priorités et à se dire, eh bien si ce qu'on appelle progrès conduit en fait à une qualité de vie moindre, et à une détérioration à la fois du tissu social, des écosystèmes, on ne peut pas dire que c'est un progrès. Et donc, voilà, donc changeons. Et si nous ne le faisons pas, Pape dit, c'est juste retarder un peu l'effondrement. Et alors ensuite, la suite du numéro intéressante, parce que le pape critique le discours dominant sur la responsabilité sociale des entreprises, en disant, dans ce cadre, le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d'ordinaire à une série d'actions de marketing et d'image. Hein ? Donc le pape considère qu'il y a un aspect très cosmétique lié aux engagements de RSE quand ils ne font pas droit justement à cette appréciation de la détérioration des écosystèmes et du tissu social. Et donc dans l'encyclique, le pape propose notamment très fortement de multiplier ce qu'on appelle, et ce qui existe en principe déjà, les mesures d'impact, mais en soulignant que bien souvent les mesures d'impact telles qu'elles sont faites, elles ont tendance à quand même rendre seconde l'estimation des dommages sociétaux et environnementaux et le privilégier des objectifs financiers à plus court terme. Voilà, alors du coup, ça je pense que ça nous met bien au cœur des problèmes liés à la fois à d'une certaine manière une incapacité à penser hors d'un cadre dominant qui consiste à dire on va y arriver sans trop de problèmes, on peut concilier la croissance, le progrès social et environnemental. Et puis, ce qui est apparent aussi, et d'où ce qu'on a mis beaucoup en valeur dans le livre, finalement, ce que les uns et les autres disaient, et donc étant des cadres ou cadres dirigeants d'entreprise, c'est ce qui les frappe beaucoup, c'est l'incohérence, en fait, à différents niveaux. L'incohérence entre le discours, les intentions et la réalité des pratiques, et le fait qu'au fond, il n'y a pas de mise à plat un peu explicite par les entreprises des tensions, voire des contradictions qui traversent l'activité économique.
Alors, du coup, on donne un certain nombre d'exemples quand même, à la fois de ce qui nous paraît des blocages et puis des leviers possibles, et pour montrer aussi comment, au fond, bien, la responsabilité des personnes dans les entreprises importe. Et d'une certaine manière, ce que nous essayons de montrer, c'est que les blocages principaux ne nous paraissent pas être des blocages ni technologiques, ni financiers, parce que d'un côté, il y a des solutions technologiques qui sont en train de s'inventer et qui existent. Il y a beaucoup de moyens technologiques à notre disposition. Les experts qui travaillent sur la transition ont des scénarios à proposer qui intègrent différentes dimensions, qui proposent de revoir l'aménagement du territoire. Et puis les obstacles ne sont pas non plus financiers. Et là, je pense que Gaël Giraud avait parlé de la manière dont il a proposé, dans le cadre du débat sur la transition, aussi des possibilités de financement, de fléchage des investissements pour financer la transition écologique et énergétique. Et là, il n'y a jamais eu autant de flux financiers sur la planète. Donc, au fond, les ressources financières, nous savons qu'elles existent. Simplement, elles ne sont pas allouées aux bons endroits. Et juste pour donner d'ailleurs un petit chiffre qui a été donné par le FMI en juin de cette année, à propos des subventions aux énergies fossiles, nous savons que ces subventions sont de l'ordre de 5 300 milliards de dollars par an. Voilà. Et sachant qu'on n'arrive pas à trouver de quoi financer le fonds auquel les pays riches s'étaient engagés lors du sommet de Copenhague, de pouvoir allouer 100 milliards de dollars par an à un fonds vert pour le climat, pour aider les pays du Sud à avancer dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Donc là, on se dit quand même 100 milliards sur 5 300 milliards, on devrait quand même pouvoir les trouver. Eh bien non. Donc voilà, ça en dit long aussi sur les blocages. Alors, pour dire d'abord quelque chose aussi de la façon dont certains peuvent arriver plus ou moins à mettre en cohérence le discours et les pratiques, ou essayer d'avancer vers plus de développement réellement durable. Alors dans l'ouvrage, on a pris un exemple qui est celui de la lutte contre la corruption. Un d'entre nous était dirigeant d'une filiale d'une multinationale du CAC 40 en Inde, et son entreprise a une politique très stricte en matière de lutte contre la corruption. Et du coup, il nous a dit qu'il était, et là pour le coup j'en suis témoin pour avoir fait des recherches aussi en Inde ces dernières années, que la politique de son entreprise consistait à dire qu'on soutenait les cadres dirigeants sur place s'ils n'obtenaient pas de la part des pouvoirs publics immédiatement des autorisations administratives nécessaires parce qu'ils ne donnaient pas de bakshish, de pot de vin. Et du coup, l'usine de l'entreprise en question, le démarrage de l'usine, de la construction, a été différé d'1 an parce que c'était lui-même qui allait faire la queue dans les administrations publiques et en disant au pouvoir public qu'il n'entrerait pas dans des circuits de corruption. Et pour discuter avec des personnes d'autres entreprises présentes en Inde aujourd'hui, eh bien, on sait aussi qu'un certain nombre d'entreprises sous-traitent l'activité de négociation avec les pouvoirs publics de manière à pouvoir dire qu'elles n'entrent pas dans des circuits de corruption, mais ce qui est quand même évidemment très hypocrite puisque ce sont les entreprises, les sous-traitants en question qui font de la corruption. Voilà. Alors, cet exemple-là, nous le trouvions très intéressant parce que de l'expérience de ce cadre dirigeant, il nous disait, mais au fond, lui, il était soutenu par sa hiérarchie et du coup, ça lui donnait aussi une autorité morale pour dire à ses collaborateurs, vous n'entrez dans aucun circuit de corruption et vous êtes virés si vous le faites. Et du coup, il disait que, alors qu'en Inde, c'est quand même une pratique très régulière, eh bien, au fond, les gens, résistaient, disaient qu'ils ne comprenaient pas trop, et puis on finit par jouer le jeu, parce qu'ils voyaient que de toute façon, sinon, l'entreprise résistait. Et donc là, on se disait, c'est intéressant, parce que quand il y a vraiment une cohérence là, dans l'entreprise en matière de politique sur ce type de sujet, et que la personne se sent soutenue, et pour dire dans les milieux pétroliers, je veux dire pour avoir des conversations avec des cadres et cadres dirigeants, eh bien c'est pas toujours le cas, eh bien on voit bien que ça change la manière dont les gens peuvent se comporter sur le terrain, et évidemment dont les choses se passent dans la réalité. Et puis, en revanche, il y a aussi, évidemment, la question du lobbying, qui est aussi une question qu'on aborde dans le livre, en disant que dans les blocages, évidemment, les blocages importants par rapport à la mise en œuvre de la transition, ce sont des blocages stratégiques, donc liés aux actions de lobbying, ce sont des blocages politiques. Et l'un d'entre nous, encore, parle de son expérience dans son entreprise, où il était directeur de la stratégie d'une branche de son groupe, et où il plaidait pour
le fait que son entreprise puisse faire, alors là, du lobbying à rebours auprès des pouvoirs publics français pour qu'il y ait une réglementation qui passe par rapport à la mise en œuvre d'une norme dont il estimait que c'était la norme qui permettait d'être plus responsable du point de vue écologique dans la durée. Et il explique les batailles qu'il a dû mener en interne sans avoir gain de cause au final, parce qu'on lui disait, en gros, il y avait déjà un premier type de réaction qui était de dire « mais pourquoi tu t'embêtes, c'est pas ton affaire, on attend que la réglementation nous arrive, on va pas prendre les devants », que d'autres avaient aucune envie d'aller batailler pour ça, de perdre du temps, des énergies, disant il y a de l'argent, il y a quand même à court terme des investissements supplémentaires. Mais au fond, ce qu'il soulignait, c'est que les arguments financiers n'étaient pas du tout premiers par rapport au blocage qui existait en interne vis-à-vis d'un comportement plus vertueux. Et alors là, on donne aussi un certain nombre d'exemples vis-à-vis de situations diverses liées à des types de responsabilités différentes de ceux avec lesquels on a écrit, qui ont contribué à la réflexion autour du livre, pour montrer comment bien souvent, en fait, les blocages sont aussi des blocages liés à des, je ne sais pas s'il faut dire des stratégies de carrière personnelle, mais il y a de ça. Une question de reconnaissance aussi, de statut social. Il y a un exemple qu'on décortique pas mal, et on a eu beaucoup de discussions pour savoir s'il était uniquement symbolique ou si derrière il n'y avait pas quelque chose de plus profond. Et finalement, nous trouvions qu'il n'était pas si symbolique que ça. C'est ce qui a trait aux enjeux de mobilité. Et alors, un des exemples étant la visioconférence. Et là encore, l'un d'entre nous disait que dans son entreprise, il y avait eu toute une politique mise en place pour faire en sorte que les cadres se déplacent moins d'un bout à l'autre de la planète. Donc des investissements pour avoir des belles salles de visioconférence qui fonctionnent le mieux possible et donc permettre aux cadres de traiter un certain nombre d'affaires sans se déplacer. Et puis celui d'entre nous qui parlait de son expérience disait que au bout de quelques années, en fait, ils se sont rendus compte que ça ne marchait plus. Et en essayant de regarder les raisons pour lesquelles ça ne marchait pas, en fait, c'était des raisons j'allais dire, toutes bêtes, c'est-à-dire que les gens se disaient, mais au fond, il y a une question de pouvoir dire qu'on va à l'étranger, d'une certaine manière, c'est plus valorisant que de rester là où on se trouve, qu'il y avait aussi même le fait même de pouvoir gagner des miles pour pouvoir financer des déplacements pour sa famille, pour les vacances. Enfin, et c'est pour ça qu'on a eu des discussions pour savoir si c'était anecdotique ou pas. Et au fond, ce que disaient les uns et les autres, c'est que ce n'était pas anecdotique. C'est-à-dire qu'il y a dans les blocages, et là on en vient à un point qu'on ne développe pas du tout dans le livre, mais qui, moi je trouve que c'est vraiment une des racines du problème, c'est la question financière, la question alors à la fois des revenus en tant que tels, de la capacité ou pas à accepter d'avoir un traitement moins élevé, mais de tout ce qu'il y a, non seulement le fait que c'est une révision peut-être de ses modes de vie, d'un certain standing de vie, mais qu'aussi il y a toute une partie qui est l'évaluation par les pairs en fonction du niveau de revenu. Et là, alors pour avoir avec Gaël Giraud écrit un livre qui s'appelle Le Facteur 12, pourquoi il faut plafonner les revenus, on a eu pas mal de discussions avec de nos amis cadres ou cadres dirigeants dans des grandes entreprises qui essaient de voir comment les gens réagissaient à l'idée de pouvoir diminuer très fortement leur niveau de salaire ou leurs revenus globaux. Eh bien, là encore, un des points qui bloquant, c'est vraiment la question, le sentiment qu'on est estimé, qu'il y a une forme de reconnaissance personnelle de sa valeur propre qui est liée à un niveau de rémunération. Alors qu'évidemment, ça ne tient pas, mais il n'empêche que dans les facteurs de blocage, les uns et les autres, en tout cas là, je répercute les réflexions, je pense, de cadres qui sont, je ne sais pas s'ils sont révélateurs de ce que pense l'ensemble de cadres de grandes entreprises du CAC 40, mais il me semble qu'il y a là quand même de quoi réfléchir. Et d'ailleurs, un des exemples qu'on donne et qu'on détaille pas mal, qui est aussi lié à l'expérience d'un d'entre nous qui s'occupe d'un fonds d'impact investing pour un grand groupe qui promeut l'électrification en Afrique subsaharienne, dans les effets pervers du fonctionnement de ces fonds d'impact investing, il souligne qu'il y a le fait que ceux qui sont aux commandes en France ont des exigences de rémunération qui n'ont rien à voir avec le type de projets qui sont financés et qui évidemment pèsent très lourd sur les exigences de retour sur investissement pour ces projets. Donc ce qui a un effet pervers indéniable
d'une idée qui est en même temps, a priori, une bonne idée. Voilà. Et donc il décortique tout ça pour montrer comment on pourrait peut-être trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, dans cet exemple-là, il est certain qu'il y a une question qui est quand même de savoir jusqu'où on va dans les écarts de rémunération. Alors ça, je pourrais, on pourrait en reparler après, je vais poursuivre, mais je pense que c'est un énorme sujet et qui touche des tas de niveaux différents dans l'entreprise et voilà. Et l'articulation aussi entre ce qui se passe en France, évidemment, et ce qui se passe à l'échelle internationale. Alors du coup, ça m'amène à un dernier point concernant l'entreprise comme acteur politique. Alors, j'évoquais tout à l'heure les impasses de cette conception gagnant-gagnant, où le pape parle de cette idée qu'on va trouver des justes milieux qui vont permettre de trouver des solutions acceptables pour un ensemble de parties prenantes, et en soulignant comment ces conceptions amènent à des impasses. Alors, je voudrais juste faire un petit point historique. Alors là, c'est plus lié à ce que j'ai pu écrire dans le petit livre Éthique et entreprise qui est sorti cette année là, en livre de poche, où là, j'essaye de regarder finalement une généalogie de ce discours sur la responsabilité sociale des entreprises, et pour montrer comment finalement, depuis depuis le XVIIIe siècle, et surtout tout au long du XIXe siècle, au fond, on voit bien comment il y a eu finalement une perspective qui a eu tendance et qui est devenue aujourd'hui complètement dominante, mais qui, à l'époque, suscitait des débats. Alors là, j'essaye de voir comment l'utilitarisme, dans la perspective développée par Bentham, c'est le père fondateur de l'utilitarisme, qui énonce comme objectif pour un bien-être social, l'objectif de procurer donc le bonheur pour le plus grand nombre, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre de personnes. Or, c'est intéressant de voir que cette définition par Bentham de ce que doit être finalement l'objectif des politiques publiques, il a été remis en cause par quelqu'un qui se réclamait aussi de l'utilitarisme, qui est John Stuart Mill. Alors, John Stuart Mill était le fils de James Mill, qui était grand ami de Bentham. Donc, Mill a été vraiment élevé on pourrait dire au lait utilitariste, et d'ailleurs je pense que c'était quelqu'un d'absolument surdoué. Je crois qu'il a écrit une histoire, il savait le latin et le grec à 4 ans à peu près, enfin, il a écrit une histoire de Rome, et puis il a fait une dépression au moment de l'adolescence, dont il parle dans son autobiographie, et en disant qu'au fond, ensuite il s'est rendu compte que la manière de réfléchir dans laquelle il avait été élevé ne l'aidait pas profondément. Et du coup, il développe un peu une autre perspective, et il écrit un livre sur l'utilitarisme des années plus tard, en fait en discussion avec la perspective de Bentham, à la fois en gardant l'objectif du plus grand bonheur. Alors lui, c'est non seulement pour le plus grand nombre, mais il espère, et là il a un optimisme qui est à l'image de l'optimisme que pouvaient avoir un certain nombre de penseurs au XIXe siècle, qui pensaient que le progrès dans les sciences et techniques allait procurer aussi le progrès moral et permettre à l'humanité d'éradiquer la misère. Donc Mill se situe complètement dans cette ligne-là, mais en même temps en soulignant les impasses d'une perspective quantitative finalement à laquelle peut se réduire le calcul tel que le propose Bentham du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Alors quand on dit bonheur, on parle le bonheur, l'utilité, on ne sait pas trop de quoi on parle. C'est la première critique que formule Mill, et il a une phrase très percutante pour dire qu'il considère que l'objectif ultime ne doit pas être d'augmenter le bien-être matériel. Il dit il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un cochon, qu'un porc satisfait. Voilà. Donc pour dire, évidemment, il faut permettre à tous les êtres humains de vivre on dirait aujourd'hui dans des conditions de vie décentes, mais ce qui fait de nous des êtres humains, c'est la capacité que nous avons de développer justement nos ressources intellectuelles, esthétiques, culturelles, spirituelles, morales. Voilà. Et c'est ce que Mill appelle les facultés supérieures, et donc il dit, mais quand on parle de l'utilité, regardons ce qu'on met sous le terme, et nous ne pouvons pas considérer uniquement un bien-être matériel facilement quantifiable. Et puis une deuxième critique que fait Bentham, c'est le fait que quand on dit le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, on fait comme si ce qui importait d'abord c'est de faire grossir le gâteau collectif, mais du coup au risque de ne pas considérer les dommages on pourrait dire pour les plus vulnérables, pour ceux qui n'ont que des toutes petites parts, voire des miettes du gâteau.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans son livre sur l'utilitarisme, Mill propose une réflexion en termes de justice liée à la mise en œuvre du principe d'utilité. Et en gros, pour concevoir une réflexion sur nos modèles économiques qui prennent en compte la répartition des parts du gâteau autant que la manière de faire grossir le gâteau. Ça, je pense que ça a aussi une forte actualité. Donc, ça a été repris alors d'une autre manière par le philosophe John Rawls, de manière plus récente, qui avait écrit en 1971 une théorie de la justice, qui a en fait enclenché toute une réflexion de philosophes politiques dans les démocraties libérales. Il y a eu beaucoup de débats autour de discussions des principes marxistes, mais finalement moins de discussions autour des modèles économiques libéraux et des principes de justice pouvant prévaloir ou devant prévaloir dans nos démocraties. Et du coup, Rawls, qui a enseigné l'utilitarisme pendant des années, écrit un livre dans lequel il critique justement la conception sacrificielle de l'utilitarisme pour proposer des principes de justice dans lesquels il dit premièrement liberté, donc là c'est bien un libéral qui défend les libertés individuelles, les libertés civiles et politiques dans la société, dans chaque société, et puis deuxième principe de justice, le principe d'égalité qui se subdivise en un principe d'égalité des chances, et puis un principe dit du maxi-min. Maxi, c'est maximiser, min, la part minimale, qui veut dire en gros maximiser la part des plus vulnérables, la part des plus mal lotis. Et donc on voit bien comment ça devrait d'ailleurs permettre des bons débats dans l'espace public entre une perspective utilitariste qui consiste à dire on augmente le gâteau global pour répartir les parts, et ce qu'on appelle l'utilitarisme moyen, c'est-à-dire on augmente la part moyenne par habitant. La perspective rawlsienne du maximine, elle consiste à dire on va maximiser la part de ceux qui ont moins. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on vise davantage à réduire les inégalités dans la société. Alors tout ça est sous-tendu chez Rawls par l'idée que le contrat social, donc ce qui fait que les gens se mettent ensemble, et pour Rawls devraient se mettre d'accord sur ces principes de justice, pour Rawls le contrat social, c'est un contrat pour un avantage mutuel. Et ça, alors c'est ce que d'autres auteurs plus récemment ont critiqué en disant mais attention, parce que si on continue à dire qu'au fond on est l'avantage mutuel, je pourrais dire c'est encore du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il faut que chacun s'y retrouve. Or là encore, est-ce que quand on parle d'un contrat, d'une coopération pour un avantage mutuel, est-ce qu'on fait suffisamment droit à ceux, alors si on prend dans une société politique ceux qui ne sont pas également rationnels, et donc par exemple ceux qui ont un handicap mental et qui n'ont pas la même capacité de participer au débat dans l'espace public et prendre part aux décisions qui vont les concerner, et dans la manière dont Rawls parle du contrat social, il dit justement on conçoit tous les citoyens comme également libres et rationnels, donc quid des personnes par exemple handicapées, quid des générations futures, quid des écosystèmes. Et puis si certains ont réfléchi aussi à la mise en œuvre des principes rawlsiens à l'échelle internationale, et donc que veut dire des États concevoir des libérations entre des États qui sont supposés être égaux en droit, formellement, quand on sait évidemment les rapports de force entre ces États. Voilà, alors c'est notamment la philosophe Martha Nussbaum qui, dans le livre qui a été publié en 2006, le livre Frontiers of Justice, à la fois se situe bien dans la ligne de Rawls du point de vue des principes qu'il propose, mais dénonce le caractère insuffisant de la compréhension du contrat comme un contrat pour un avantage mutuel. Et du coup, ce que propose Martha Nussbaum, c'est de réfléchir, en fait, d'une manière héritée à la fois de Aristote et de Kant, en disant ce qu'il faut essayer de viser, c'est les conditions concrètes du respect de la dignité de chaque personne. Et c'est ça qu'on doit mettre au cœur de nos projets politiques, que ce soit quand on réfléchit à ce que doit faire un État, ce que doit faire la communauté internationale, et ce que doit finalement faire un acteur comme une entreprise, et notamment une entreprise multinationale, qui a des responsabilités qui s'exercent de façon justement trans-étatique. Et du coup, d'essayer de regarder les responsabilités de différents types d'acteurs de ce point de vue-là, c'est évidemment plus exigeant. Ça veut dire qu'on conçoit qu'il y ait des personnes qui soient des perdants de nos modèles économiques tels qu'ils fonctionnent. Et qu'on essaye de regarder, alors ça rejoint les propos du pape que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye de regarder très précisément quels sont les effets, alors ce que les économistes appellent les externalités négatives, les dommages directs et indirects sur l'environnement, sur les personnes, à court et à long terme, qui sont créées par nos modèles.
Et si on se dit que chaque personne a une dignité inaliénable, c'est quels moyens nous nous donnons pour faire en sorte que les droits de tous, y compris ceux qui n'ont pas encore voix au chapitre, ou ceux qui n'ont pas voix aujourd'hui, soient pris en compte dans les décisions qui les concernent très directement. Et du coup, alors là, ça peut amener donc à concevoir un rôle politique des entreprises. Alors, non pas au sens où les entreprises auraient à faire de la politique politicienne, de toute façon on sait que ça se passe de la part d'un certain nombre d'acteurs, et donc de ce point de vue-là, il faut déjà mieux reconnaître que les multinationales, notamment dans certains secteurs sensibles, comme que ce soit parce que dans le domaine de l'énergie, de l'accès à l'eau ou autre, eh bien, ont de facto un rôle politique, les chaînes internationales, et je pense qu'il vaut mieux le reconnaître pour essayer de voir comment le réguler et l'encadrer. Mais concevoir l'entreprise comme un acteur politique, c'est aussi concevoir l'entreprise comme un acteur dans la cité. Là, c'est revenir à l'étymologie du mot polis, en grec, c'est la cité, et dire que l'entreprise a un rôle dans la cité, c'est dire qu'elle n'est pas simplement une machine à générer du cash et de la richesse en priorité pour les actionnaires et pour les mandataires sociaux, mais qu'elle a un rôle vis-à-vis de sa contribution à ce qu'on peut appeler le lien social et écologique, c'est-à-dire aux effets de son activité dans la durée. Alors là, ça peut sembler peut-être très idéaliste, il n'empêche que le cadre international aujourd'hui va dans ce sens-là. Alors certes, pour l'instant, ça reste surtout ce qu'on appelle de la soft law, c'est-à-dire une invitation à ce que les entreprises s'engagent volontairement à respecter un certain nombre de principes. Mais je cite quand même dans ce cadre juridique international qui est en évolution, un certain nombre de textes qui mettent de plus en plus d'exigences à l'égard de l'activité des entreprises. Alors, le cadre de l'ONU, qu'on appelle parfois les principes Ruggie, là du nom de John Ruggie, qui a été nommé conseiller spécial de Kofi Annan d'abord, puis de Ban Ki-moon, sur la question des relations entre, en anglais, business and human rights, donc entre entreprises et droits humains, pour réfléchir aux responsabilités des entreprises, notamment occidentales, au départ présentes dans des pays peu ou non démocratiques. Et du coup, il y a eu toute une réflexion pendant plus de 10 ans pour savoir comment préciser ces responsabilités. Et finalement, un cadre a été élaboré, première publication en 2008, puis version finale en 2011. Et donc ce cadre, c'est Protect, Respect, Remedy. Protect, c'est protéger, devoir des États de protéger les droits humains sur leur territoire. Respect, c'est la responsabilité des entreprises de respecter les droits humains dans leur sphère d'influence. Alors, il y a aussi beaucoup de débats autour de la notion de sphère d'influence. Je vais revenir juste après. Et puis, remedy, donner des moyens de recours judiciaires et extrajudiciaires aux populations affectées de violations des droits humains. Voilà, alors ce qui fait que c'est un cadre qui remet en perspective le fait que les entreprises seules, elles ne sont pas responsables de tout dans les États où elles opèrent, mais elles ont une responsabilité vis-à-vis de leur cœur de métier et des conséquences de leur activité sur un certain nombre de parties prenantes. Et du coup, à la fois les principes directeurs de l'OCDE vis-à-vis des multinationales, donc ont été publiés dans une nouvelle version en 2011 qui précisément met l'accent sur, et décline en fait ces principes Ruggie en soulignant que les entreprises doivent respecter finalement au long de la chaîne de valeur les droits humains. Et puis en plus les principes directeurs insistent aussi sur la nécessité de conjuguer les aspects financiers et extra-financiers, notamment via une interrogation sur la responsabilité fiscale des entreprises. Et puis l'Union européenne, en 2011, a redéfini la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, en changeant vraiment de paradigme par rapport à la définition précédente qui consistait à dire que la RSE, c'est ce que les entreprises font au-delà de ce qui est prévu par la loi, qui est en gros une conception anglo-saxonne dans laquelle on dit les entreprises, ce qu'elles ont à faire, c'est respecter la loi. Et puis ensuite, il peut y avoir des actions philanthropiques autour des sites de production, des donations charitables aux communautés, construire des routes, des ponts, des dispensaires, des écoles, financer des bourses et autres. Mais ça, c'est une conception donc, de l'entreprise comme acteur philanthropique qui fait des choses parce qu'elle estime que c'est comme ça qu'elle gagnera son permis social d'opérer ou parce qu'elle estime qu'elle doit le faire, mais ce n'est pas lié directement à son cœur de métier. Et la nouvelle définition de la RSE, en 2011, définit la responsabilité de l'entreprise comme étant la gestion de ses impacts au long de la chaîne de valeur. En fait.
Alors là, je résume un peu la formule qui est en plusieurs lignes, mais donc c'est tout à fait intéressant parce que ce qui est dit, c'est que précisément, on demande à l'entreprise de faire potentiellement plus que ce qui est strictement prévu par la loi, puisqu'il s'agit d'assumer une responsabilité vis-à-vis aussi de ce qui se passe dans la chaîne de sous-traitance. Alors, cette idée-là, elle est évidemment hautement d'actualité, parce que je pense que vous avez peut-être vu qu'il y a eu une loi donc, sur le devoir de vigilance, qui est en fait une manière de décliner précisément ces principes LOGI et cette responsabilité sociale de l'entreprise, en essayant de dire, finalement, ça devrait s'inscrire dans le droit dur. Donc, cette loi a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en mars, et elle va être discutée en octobre au Sénat. Alors, pour avoir fait partie depuis 2 ans de la plateforme RSE que le gouvernement a mis en place sur plusieurs sujets, dont sur cette question de la responsabilité des entreprises à l'international, et j'étais dans le groupe de travail qui a auditionné un certain nombre de juristes et d'entreprises sur ce sujet, ça donne lieu à beaucoup de débats. Je pense que la version de la loi actuelle, c'est vraiment une version très minimaliste. Et il faut vraiment espérer qu'elle passe, parce que, d'une part, il y a plusieurs autres pays européens qui sont exactement dans la même démarche, et elle ne fait vraiment qu'entériner dans le droit ce que les entreprises se sont engagées à faire. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de cynisme, et il y en a quand même pas mal, je trouve, de la part des organisations patronales, quand elles dénoncent ce type de réglementation en disant « mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'engagement volontaire », parce qu'en réalité, c'est simplement être en conformité par rapport à ce que l'ONU demande et à ce que aussi l'OCDE demande aux entreprises de nos pays. Voilà, alors en tout cas, ça c'est une manière de décliner les responsabilités, à mon avis, de l'entreprise comme acteur politique, et ce qui suppose aussi, et alors on essaye de réfléchir dans le livre là-dessus, réfléchir finalement aux responsabilités collectives des entreprises. Alors à la fois aux responsabilités des salariés dans l'entreprise et aux responsabilités dans l'entreprise comme acteur qui a part aux décisions qui concernent l'avenir de l'humanité et l'avenir de la planète. Et ça, il me semble que c'est intéressant de regarder ces 2 niveaux, c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer concernant le devoir de vigilance, d'une certaine manière, c'est ce qui a trait à ce dont l'entreprise est directement redevable, parce qu'il s'agit de sa responsabilité vis-à-vis de son cœur de métier et de ses impacts directs. Et là, on peut dire, je ne suis pas juriste, mais je pense que dans le vocabulaire juridique, c'est ce qu'on appellerait une responsabilité pour faute. C'est-à-dire l'entreprise, on lui demande de rendre des comptes sur ce qu'elle est censée assumer en termes de protection de l'environnement, de respect des droits humains, de respect des droits sociaux. Bon. Et par ailleurs, il me semble qu'il y a aussi à concevoir l'entreprise comme acteur politique vis-à-vis de ce qu'on peut appeler les biens communs mondiaux. Et on peut dire que parmi ces biens communs mondiaux, le climat et la cohésion sociale font partie de ces biens. C'est pour ça que je pense très important de dire que l'entreprise, elle est financée au moyen du profit, mais qu'elle est d'abord un projet collectif dont on doit vérifier qu'il est compatible avec l'intérêt général, avec ces biens communs mondiaux. Alors là, d'ailleurs, en disant ça, en fait, je paraphrase une proposition faite par Daniel Hurstel, qui est un juriste, qui est un de nos co-auteurs des 20 propositions, et dont on reprend aussi la proposition de reformulation de l'article 1832 du Code civil qui définit la société commerciale. Et ce que Daniel Hurstel propose, c'est précisément de dire que de remettre le profit à sa place, plutôt que de dire que ceux qui développent une activité sont là pour faire du profit. Je veux partager, c'est dire non, l'entreprise est d'abord un projet collectif, le profit est un moyen nécessaire, mais c'est un moyen et au service de ce projet, et il faut vérifier que ce projet ne nous mène pas droit dans le mur. Donc ça veut dire, rôle aussi des pouvoirs publics vis-à-vis de l'estimation des dommages potentiels liés à l'activité et du fait de pouvoir dire on n'y va pas si on estime que les dommages sont trop graves par rapport aux bénéfices attendus. Ce qui veut dire le discernement par rapport au type d'activité économique envisagée. Et du coup, alors là, on peut voir la responsabilité du point de vue des pouvoirs publics, et donc sous forme de contraintes, mais on peut voir aussi ce rôle politique de l'entreprise de manière plus proactive, comme on dit, en disant comment est-ce que les entreprises s'engagent vis-à-vis de la manière dont elles assument leur part de la prise en compte de ces biens communs, donc notamment le climat et le lien social. Alors aujourd'hui, on voit pas mal de déclarations de nos grandes entreprises à l'approche de la COP21
D'ailleurs, en ce moment, là, je participe à la session de rentrée des 400 nouveaux premières années de l'ESSEC, et il y a tout un groupe qui est piloté justement par les co-auteurs du livre sur le thème de les 30 étudiants qui regardent le CAC 40 et la transition écologique et énergétique, qui sont en train de décortiquer les déclarations institutionnelles des entreprises, qui vont les interroger, et puis en même temps qui vont interroger des ONG, type Amnesty, les Amis de la Terre, la Fondation Nicolas Hulot ou autres, pour voir comment, enfin voilà, est-ce qu'on peut prendre les entreprises au mot? Est-ce que ce à quoi elles se sont engagées, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va dans le bon sens? Et comment est-ce qu'on peut peut-être mettre plus de pression pour qu'elles aillent plus loin? Voilà, d'où je pense que parler de l'entreprise comme acteur politique, c'est se dire à la fois comment les inciter à aller plus loin et aussi comment envisager des contraintes ou une harmonisation des règles du jeu à l'échelle internationale qui permettent aussi d'aller d'avancer beaucoup plus vite. Et je dirais, pour terminer, qu'au bout du compte, il me semble que ça nous ramène tous, chacun d'entre nous, quelles que soient nos positions, voilà, le type d'activité que nous ayons, que nous soyons salariés, cadres, en recherche d'emploi, étudiants, quelles que soient nos activités, nous avons tous quelque chose à faire vis-à-vis de ces sujets et vis-à-vis de la manière dont, d'une manière ou d'une autre, nous engageons une réflexion sur l'évolution de nos modèles économiques. Alors, on ne l'a pas trop dit, mais je pense que certains savent que je suis religieuse et je fais partie d'une communauté qui s'interroge sur sa responsabilité vis-à-vis de la transition écologique et énergétique et qui se dit souvent, voilà, comment est-ce que nous faisons pour être un peu plus cohérentes, sachant que nous ne nous mettons pas du tout hors de la question et nous expérimentons de manière très concrète nos incohérences. Je donne un petit exemple, c'est celui des vêtements, parce que bien souvent nous disons il faut acheter le moins cher possible. Et au fond, quand on connaît, justement la loi sur le devoir de vigilance, elle fait suite au drame du Rana Plaza au Bangladesh il y a 2 ans, quand 1200 largement femmes couturières qui fabriquent les vêtements qu'on achète chez Mango, Gap, Benetton, H&M ou autres, sont décédées en raison de conditions de sécurité qui n'étaient pas respectées. Ça fait réfléchir à la responsabilité que nous avons comme consommateurs vis-à-vis notamment des vêtements que nous achetons. Voilà, c'est juste un exemple, mais qui montre combien cette responsabilité politique de l'entreprise, c'est aussi notre responsabilité vis-à-vis de nos choix de consommation et nos choix de vie. Alors, je voudrais là terminer par 2 citations encore de l'encyclique Laudato Si, qui me semblent très justes, parce que là tout à l'heure j'ai lu deux citations dans lesquelles le pape a un discours très critique sur la manière dont les choses se passent dans les entreprises, avec le risque d'être dans un discours de façade qui n'entraîne pas des réformes véritables. Alors en même temps, là, il plaide justement pour une compréhension de la créativité humaine au service de ces biens communs. Alors ça passe au numéro 192. Un chemin de développement plus créatif et mieux orienté pourrait corriger le fait qu'il y a un investissement technologique excessif pour la consommation et faible pour résoudre les problèmes en suspens pour l'humanité. Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l'être humain, parce qu'il est plus digne d'utiliser l'intelligence avec audace et responsabilité pour trouver des formes de développement durable et équitable dans le cadre d'une conception plus large de ce qu'est la qualité de vie. Inversement, il est moins digne, il est superficiel et moins créatif de continuer à créer des formes de pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de gains immédiats. Et puis, je termine vraiment là sur une citation dans laquelle le pape invite du coup à des nouveaux leaderships. Alors je le cite, « Il faut construire des leaderships qui tracent des chemins en cherchant à répondre aux besoins des générations actuelles comme en incluant tout le monde sans nuire aux générations futures. Il devient indispensable de créer un système normatif qui implique des limites infranchissables et assure la protection des écosystèmes, avant que les nouvelles formes de pouvoir dérivées du paradigme techno-économique ne finissent par raser non seulement la politique, mais aussi la liberté et la justice. » Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup. Je
vous laissez poser des questions. Moi, je vais vous poser une question qui nous préoccupe, nous, ici. C'est comment peut-on faire, quand on enseigne des dirigeants d'entreprise, pour faire passer ce message? Comment peut-on faire pour qu'ils prennent en compte les générations futures, d'autres parties prenantes qui ne sont pas là pour l'instant se plaindre de la détérioration de l'environnement? Comment peut-on faire pour accélérer cette prise de conscience et la nouvelle définition de la responsabilité sociale, qu'elle soit vraiment internalisée et pas seulement au niveau de la façade ou disons du gagnant-gagnant, alors qu'on sait que ce n'est pas du gagnant-gagnant. Et donc le problème, c'est comment traduire ça dans l'enseignement ou dans les mécanismes qu'on peut utiliser pour essayer de modifier les attitudes et les comportements des dirigeants. Alors je peux faire part juste de ma petite expérience d'enseignement. Donc je donne depuis 8 ans un cours à l'école des mines aux étudiants de 3e année, volontaires. Enfin, je crois que j'ai entre 40 et 50 étudiants chaque année, ce qui fait quand même une assez bonne proportion des promotions. Et ce qui me frappe, c'est d'une part voilà, à la fois l'intérêt des étudiants. C'est sûr, ils ont choisi le cours, donc a priori, c'est qu'ils sont motivés pour réfléchir. C'est sûr, en gros, ça s'intitule l'éthique des multinationales dans les relations Nord-Sud. Et j'essaye de les faire réfléchir, en gros en faisant de la philosophie sociale et politique, c'est-à-dire en leur donnant des éléments de réflexion philosophique. Ils me disent tous qu'ils n'ont pas fait de philo depuis la terminale, alors j'essaye de rafraîchir leur mémoire et de leur donner des éléments de discernement. Et puis on étudie un certain nombre de cas liés aux recherches que j'ai pu faire dans les pays, donc c'est vraiment tiré de la réalité vécue, enfin de ce que j'ai pu observer ou discuter avec des personnes qui travaillent dans les entreprises ou qui sont touchées d'une manière ou d'une autre par l'activité. Et je dois dire, c'est très encourageant de voir la façon dont ils se posent des questions sur la manière dont ce type de réflexion peut les engager à des choix décidés par rapport à leur carrière professionnelle. Alors ensuite, il y a ceux qui se disent je vais rejoindre une petite structure parce que là, j'aurai plus de marge de manœuvre et je pourrai être immédiatement plus en cohérence. D'autres se disent je vais commencer par partir dans un grand groupe pour aussi me former et puis voir ce que je peux faire aussi moi à ma manière. Ils sont assez conscients du fait qu'il y a quand même un enjeu non nul qui est de ne pas se laisser complètement récupérer par le système, entre guillemets, et conserver une capacité à réfléchir de manière critique à ce qui se passe. Je dois dire, j'ai donné aussi l'année dernière un cours à l'ESSEC, à peu près le même, j'avais plus d'heures simplement, avec des étudiants qui en gros m'ont dit mais c'est dommage que ce cours, qui est un cours donc facultatif pour des étudiants volontaires, disent ce cours devrait être un cours fondamental. Parce qu'ils disaient qu'au fond, ça les oblige à réfléchir sur l'intégration des disciplines techniques qu'ils apprennent. Ils disent on devient des super spécialistes de techniques financières très poussées, mais au fond, on manque de cours qui nous permettent de réfléchir à l'entreprise dans la société, et de façon large, et justement d'une manière qui permet de quand même d'essayer... Alors, voilà, moi, cultiver cette capacité à penser hors du cadre. Alors, de manière constructive. Il ne s'agit pas de dire qu'ensuite tout est à jeter non plus, et puis les changements ne se feront pas du jour au lendemain. Mais je pense que si on continue à penser que la théorie néoclassique et ses conséquences pour réfléchir à l'activité économique sont ce qui vont nous permettre de nous sortir d'affaires, on n'y arrivera pas. Et je pense là que les élèves, les étudiants sont assez convaincus de ça. Et d'ailleurs, discuter avec eux, je leur disais, il ne suffit pas de demander qu'il y ait ce type de cours qui devienne un cours fondamental. À mon avis, l'autre problème, c'est qu'il faudrait, idéalement, c'est que dans tous les domaines, que ce soit en cours de finance, de marketing, de communication, de droit, il y ait une réflexion, disons, déontologique, éthique sur les enjeux. Non pas pour donner les solutions aux étudiants, mais pour poser les problèmes. Et je veux dire, c'est assez intéressant de voir que certains profs, aujourd'hui, se rendent compte que la manière dont ils ont enseigné jusqu'à maintenant n'est pas satisfaisante. Je donne un exemple d'un professeur de microéconomie qui me disait qu'au fond, il y a 2 ans, elle a fait une espèce de crise parce qu'elle s'est dit, au fond, ce que j'enseigne, l'homo economicus, maximisateur de son intérêt propre et qui a des besoins et des désirs, alors désirs encore infinis, désirs sans doute, mais besoins infinis, elle dit, mais c'est faux. Et donc c'est terrible d'enseigner ça aux étudiants. Donc maintenant, elle enseigne la théorie, mainstream, et puis en disant en même temps pourquoi est-ce qu'on peut ne pas être d'accord pour susciter du débat. Et ça, je trouve que c'est une manière intéressante de faire. Mais malheureusement, voilà, moi ce que je vois, c'est que dans la plupart des grandes écoles quand même aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre des directeurs et des profs, alors d'une part certains profs ont enseigné d'une certaine manière
et n'ont pas tellement envie d'enseigner autrement, voire quand on fait du conseil ou autre auprès des entreprises et qu'on se fait payer grassement pour une activité, on a beaucoup plus de mal à être critique. Ça, je pense que c'est un premier point. Et puis en plus, après, il y a aussi ce qu'on m'a répondu quand je demandais comment on allait faire pour que les activités que je mène ou autres ne soient pas simplement du greenwashing. On me dit, mais il faut quand même qu'on soit les meilleurs dans les classements internationaux. Et que nos étudiants aient les meilleurs salaires à la sortie. Alors je dois dire que ça fait quand même froid dans le dos d'entendre ça, parce qu'en gros, quand ce sont des personnes qui vous disent oui, on va dans le mur, et qu'ils reconnaissent, qui disent oui, on va dans le mur, mais on va continuer à y aller, je me dis, voilà, là, est-ce qu'on peut parler d'école socialement responsable? Donc là, je crois et je pense que les choses sont quand même à un tel degré de gravité et d'urgence qu'il faut arrêter de se payer de mots. Et en plus, je suis persuadée que des écoles qui aujourd'hui décideraient d'être leaders sur une transformation profonde de nos modèles économiques, je ne suis pas persuadée qu'elles auraient moins d'étudiants ou des étudiants de moins bonne qualité à l'entrée et à la sortie. Voilà. Je vais vous faire rencontrer le doyen de l'INSEE. Qui veut prendre la parole et poser une question à Cécile Renoir? Voilà. C'est bien, oui. Est-ce que l'on retrouve dans les pays anglo-saxons, je pense à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, le même type de réflexion et de recherche que vous avez en France? Alors, je dois dire, le type de recherche que j'ai fait, je crois que c'est assez nouveau. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois, parce que de différentes manières, parce que c'est du pluridisciplinaire et que dans le monde académique, c'est d'autres problèmes que pour le monde de l'entreprise, mais c'est très difficile de valoriser quelque chose qui décloisonne. Et donc, ça devient difficile. Alors quand même, je suis en ce moment dans le comité de supervision d'une thèse faite par un étudiant brillant qui a fait HEC, l'agro et de la philo, et qui fait sa thèse à Oxford sur les questions du unburnable carbone, donc du carbone imbrûlable, pour essayer de réfléchir à la responsabilité politique des pétroliers. Et Total ayant d'ailleurs accepté de jouer le jeu, qu'il fasse sa thèse avec comme cas d'école Total. Et cet étudiant, donc je suis dans son comité de supervision, parce qu'il voulait absolument qu'il y ait un regard philosophique il est dans le département de géographie d'Oxford. Et là, le directeur du centre où il fait sa thèse, et c'est le centre Enterprise and the Environment, qui est la Smith School, est une structure qui essaye justement de faire en sorte de décloisonner les choses et d'avoir sur les sujets liés à l'énergie et au climat des chercheurs, depuis les climatologues jusqu'aux philosophes, disons, et en ayant des chercheurs en sciences sociales, des géographes, différentes disciplines, des politologues, et puis des personnes spécialistes des sciences de la nature. Alors ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de dire que, là aussi, dans des universités comme Oxford, il y a ce type de recherche qui a lieu. Voilà, alors je pense qu'il y a quand même, en gros, c'est pour pas caricaturer, mais quand même pour donner un peu, la pensée anglo-saxonne est évidemment quand même particulièrement sensible à une pensée utilitariste plutôt dans la ligne de Bentham que dans celle de John Stuart Mill. C'est pour ça que je cite souvent Stuart Mill, parce que je trouve qu'il donne un terrain de dialogue avec des gens qui sont héritiers d'une tradition anglo-saxonne. Et donc plutôt que de parler de Kant ou d'autres philosophes, disons continentaux, qui sont peut-être spontanément plus critique de certains modèles économiques, je trouve que de proposer des discussions à partir de l'œuvre de Mill est intéressant puisqu'il se réclame de l'utilitarisme. Tout ça pour dire que quand j'ai des discussions avec des gens d'écoles de commerce américaines ou autres, on ne peut pas dire que alors ce que dit Porter à Harvard sur la valeur partagée est quand même déjà une manière de pousser pour une réflexion sur les conditions d'une plus juste création et d'un plus juste partage de la valeur. Je trouve quand même que le discours prévalent, c'est quand même un discours qui consiste à dire l'éthique est payante, c'est-à-dire soyez éthique et vous allez vous y retrouver. Et là encore, je trouve que ça va trop dans le sens du gagnant-gagnant à court terme. Et donc on sait bien qu'il y a de multiples études de chercheurs qui ont été faites pour savoir s'il y avait un lien entre la performance financière et les engagements extra-financiers, et on voit bien qu'il n'y a pas de lien immédiat, et que, alors peut-être dans la longue durée, on voit qu'une entreprise a beaucoup plus de chances d'être pérenne si elle assume sa responsabilité sociétale et environnementale, mais à court terme, et malheureusement les exemples comme Volkswagen montrent bien qu'il y a quand même beaucoup de tentations d'essayer de faire qu'on minimise les exigences, que ce soit en matière environnementale ou sociale. Vous voyez à quel point un problème comme celui qu'on discute ce soir est important dans une maison comme celle-ci, dans un institut qui forme des cadres et des dirigeants, parce qu'on a besoin de les sensibiliser non seulement à ces questions-là, mais aussi de les aider à donner des réponses personnelles. Et on a beaucoup de mal à faire ça parce que justement, il y a le corps professoral qui
parce qu'il y a aussi toutes sortes de préoccupations pour l'utilisation de ces étudiants après. Est-ce qu'ils vont trouver un bon job? Est-ce qu'ils vont être bien payés, etc. Et donc il y a toutes sortes de contradictions dans le fonctionnement d'une maison comme celle-ci. Il y a ceux qui, comme Cécile, apportent le message qu'on a eu ce soir, et puis qui sont tout à fait en minorité dans une école de commerce, parce que la pensée dominante, même si maintenant on parle davantage de Michael Porter et du partage de la responsabilité, on est encore bien loin de mettre ce discours en pratique dans la réalité de notre enseignement. Et vous le sentez peut-être un petit peu moins, mais ceux qui sont dans la maison ici savent que c'est un problème difficile et crucial, parce que ceux qui sortent de ces écoles de gestion vont prendre des responsabilités importantes, et quelles seront les valeurs qui seront les leurs quand ils auront à faire ces choix. Je ne vais pas dire gagnant-gagnant, il faut que ce soit la réalité des choses, et très souvent ce n'est pas le cas. On va prendre encore quelques questions, on a encore quelques instants si vous voulez. Monsieur. Oui, madame, je ne connais rien au monde du CAC 40, mais je connais particulièrement l'entreprise PME pour en avoir dirigé une pendant une quarantaine d'années. Alors j'ai deux choses à vous dire. La première, je vais vous raconter une petite histoire qui a un rapport avec l'environnement. Mais avant de vous raconter ça, je voudrais vous dire que la cible, ce n'est pas l'entreprise. La cible, c'est nous tous, en tant que citoyens, consommateurs. Et pour avoir donné un certain nombre de cours d'éthique dans des écoles d'ingénieurs, ce qui m'a frappé tout au long de ma carrière, ou avec des élus, c'est l'absence quasi totale d'éthique dans le comportement de donneurs d'ordre. Premier point, ça c'est un point comme ça. Et alors je vais vous raconter une petite histoire maintenant. C'est rapide, hein. Mais ça a un rapport avec l'environnement et l'entreprise, et naturellement les donneurs d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est une ville de l'ouest de la France, dirigée par un ancien Premier ministre, qui n'avait pas suffisamment de mains pour donner des cours de morale, des cours d'éthique, des cours d'écologie, enfin tout ce que vous voulez. Et ces gens-là lancent un appel d'offres pour leur commune. Il s'agissait de réaliser la place principale de cette ville avec des pavages en granit. Il n'y a pas de granit en France et il n'y en a pas dans cette région. Donc le granit, on l'a fait venir du Portugal. Mais comme il n'y a pas d'ouvriers, on a pris des ouvriers italiens. Alors, vous allez voir un peu l'écologie. L'entreprise qui est adjudicataire est une entreprise française, mais elle n'a pas d'ouvriers. Donc, elle fait venir des ouvriers d'Italie pour poser des pavés. Et les pavés viennent, eux, du Portugal, mais comme la ville n'est pas située sur un port, ben on les fait venir par Le Havre, Porto, Le Havre, cette ville. Si vous voulez. Alors, voyez le rapport de l'écologie. Qui s'est posé la question de l'écologie? Qui s'est posé la question de l'énergie? Qui s'est posé tout ce genre de questions? Personne. Pas plus l'ex-premier ministre que ses services, que l'entreprise qui a mis en œuvre tout ça. Alors, avant de faire des changements philosophiques, de faire appel au pape, etc., que tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, se regarde lui, et dise demain, je change mon comportement, et à ce moment-là, vous changerez tout. C'est vrai. On est d'accord. On est bien d'accord. D'autres... Oh là. Oui. Pardon. Oui, dans l'exemple de la société luttant contre la corruption en Inde, d'après vous, qu'est-ce qui a marché? Est-ce que c'était une volonté qui venait de la direction de l'entreprise? Est-ce que ça tient à quelques personnes suffisamment charismatiques pour faire passer leurs souhaits? Et est-ce que cette entreprise, finalement, a été copiée ou imitée par d'autres? Quel est le moteur qui fait que ça a marché? Alors, je vous suggère de lire dans le livre, c'est détaillé sur plusieurs pages, cet exemple. Voilà. Alors, et ça sera mieux dit que ce que je vais dire, et de manière plus précise, parce que c'est largement celui qui en a fait l'expérience qui décortique ce que ça a été pour lui. Alors, il disait beaucoup que le fait de se sentir soutenu, et de savoir d'une certaine manière que ce n'était pas, enfin, de toute façon, pas optionnel pour son entreprise, était une manière de renforcer la crédibilité qu'il pouvait avoir lui-même pour le mettre en œuvre et pour susciter de la confiance de la part de ses collaborateurs. En disant, si vous avez un doute, vous venez me voir et je vous soutiendrai.
Et je pense que c'est cette dynamique-là, le fait d'être extrêmement clair et de dire il n'y a pas d'exception, et que lui-même, je crois qu'il disait très clairement, il disait à ses collaborateurs, vous pouvez m'appeler 24 heures sur 24, je suis disponible, et que lui-même savait qu'il avait des personnes à qui il pouvait faire part des doutes ou des questions qu'il portait dans sa hiérarchie. Bon. Alors voilà, c'est en tout cas comme ça, je pense que c'est peut-être, enfin, je comprends de l'expérience qui a été la sienne, c'est ça qui pour lui a permis de résister face à des pratiques omniprésentes et à tout niveau. Oui, moi je rejoins tout à fait ce que disait monsieur tout à l'heure, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Je suis très content que le pape soit intervenu aujourd'hui, je crois que c'est devant le Congrès. C'est intéressant de voir qu'il est ovationné quand il est rentré, et au fur et à mesure de son discours, il l'était de moins en moins. Alors je crois que c'était quand même intéressant qu'il y aille, ne serait-ce que pour ça. On a un peu l'impression que les membres du Congrès américain sont venus le voir, plus que de l'écouter. Une autre question par rapport à Total. Nous avons une entreprise en France qui s'appelle Air Liquide, qui est une entreprise française, qui est très dynamique, qui marche bien, et qui construit un peu partout dans le monde entier des stations à l'hydrogène. Et il n'y en a pas une seule en France. Donc, est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que non? Parce que c'est quand même surprenant. Elle va construire ça ailleurs, il y a des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène, on sait que c'est pas très polluant, voire pas du tout, c'est un peu dangereux, paraît-il. Mais il n'y en a aucune en France, il n'y a pas de projet. Moi, je trouve ça un peu surprenant. Voilà, c'est tout. Oui. Et dernière chose, votre conférence était très intéressante, je vous propose d'aller la faire devant la Chambre des députés et d'aller également au Sénat, parce que là, c'est là que je voulais rejoindre monsieur, ils ont quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses, parce que pour moi, je suis travaillé dans le sport et je pense que l'exemple vient d'en haut. Voilà, c'est tout. Alors, juste pour dire par rapport aux parlementaires, justement, après la publication des 20 propositions pour réformer le capitalisme, on nous avait demandé de contribuer à l'animation d'un club qu'on avait appelé Oikonomia, pour essayer Gaël Giraud et moi-même, pour essayer de réfléchir, de faire réfléchir les parlementaires, notamment ceux qui étaient plus sensibles aux enjeux économiques et financiers, sur un certain nombre de sujets. Et donc, on avait fait intervenir différents types de personnes pour expliquer un certain nombre de choses. Je pense qu'ils rejoignent les exemples que vous donnez, enfin, sur après ces incohérences que nous voyons à différents niveaux, et pour aussi alerter sur des pratiques. Je pense que pour des députés qui avaient fait des études d'économie il y a 20 ou 30 ans, il y a un certain nombre d'éléments des marchés financiers qu'ils ne connaissaient pas ou très mal, et qui finalement, d'ailleurs ils s'en sont aperçus, je pense au moment du débat sur la loi de séparation bancaire il y a 2 ans, qu'au fond il y a un certain nombre d'éléments qui leur échappent souvent, et que c'est extrêmement important que des personnes qui sont dans les entreprises puissent donner de façon responsable des éléments de compréhension, de façon à réfléchir aux réglementations qui s'imposent. Mais alors, après, voilà, je pense que la question, c'est les parlementaires, c'est aussi nos dirigeants politiques, c'est nous comme consommateurs, comme électeurs, ce sont nos choix quotidiens, ce sont voilà, les petites villes comme dans les campagnes, enfin c'est vraiment à tous les niveaux, et je pense que c'est ça qui peut faire aussi parfois très peur, c'est le sentiment que voilà, il y a une telle ampleur des transformations opérées qu'on ne sait pas forcément très bien par quelle boule prendre. Mais moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que j'ai le sentiment, enfin, on insiste parfois beaucoup sur la nécessité de faire, de développer les initiatives locales. Et bien sûr, c'est fondamental. Et de faire, comme on dit, du bottom-up, de favoriser, d'essayer d'essaimer à partir de ce qui marche sur le terrain, et de voir comment, au niveau local, on peut essayer d'être plus vertueux, plus économe en énergie, de relocaliser des productions, de consommer local. Bon, tout ça, c'est très bien. Et alors, j'ai souvent des discussions avec des jeunes là-dessus, parce que mon sentiment, c'est que les jeunes générations sont prêts à s'impliquer beaucoup plus dans ce type d'initiative et beaucoup moins dans la vie politique. Mais quand même, à un moment, on a aussi besoin de politiques qui articulent les choses et qui permettent aussi de changer d'échelle. Et donc, je pense que, et c'est pour ça qu'on a quand même, on s'est dit dans le livre, là, on réfléchit surtout au niveau des grandes entreprises, c'est pas du tout parce que, d'abord, on avait moins de compétences pour réfléchir sur les plus petites, parce qu'il faut prendre les choses par un bout. On dit que c'est aussi important d'essayer de voir ce qui peut être fait, au moins des responsabilités assumées pour ceux qui ont des responsabilités qui maillent de manière diverse sur des territoires, pour essayer d'engager des démarches globalement plus responsables. On ne peut que se féliciter de la qualité ou de la variété des sujets que vous abordez qui sont extrêmement importants ce soir. Et ma question tient en 2 points. Avez-vous été tenté, on sait que
toutes les entreprises, leurs actions, leurs résultats sont le résultat de comportements, de décisions des cadres dirigeants, de toute la chaîne des managers de l'entreprise. Avez-vous été tenté de demander d'avoir accès aux fiches d'évaluation qui, au cours d'un entretien de fin d'année, depuis le cadre moyen jusqu'au comité de rémunération, précisent sur différents points quels ont été les résultats de l'année écoulée et quels sont les objectifs pour l'année à venir. Et si vous y avez eu accès, est-ce qu'on vous a autorisé à les regarder? Et si vous y avez eu accès, est-ce qu'effectivement il y avait des critères d'évaluation qui allaient dans le sens de ce que vous nous parlez ce soir? Alors, je n'y ai pas eu accès directement, mais je donnerai deux exemples. C'est d'un côté, alors peut-être dans les démarches qu'on pourrait estimer vertueuses, c'est quand des entreprises décident qu'une partie de la rémunération, voire une large part de la part variable de la rémunération, dépend de la mise en œuvre de critères sociétaux par un groupe ou une entité, bon, voilà, de manière à dire c'est important. Et du coup, ça se traduit aussi dans la rémunération. Ça veut dire qu'il y a une incitation forte à ce que le cadre ou le cadre dirigeant prenne en compte ces sujets, qui ne considèrent pas que c'est simplement de l'à côté. Bon. Alors ensuite, ça c'est bon, la partie, je pense, positive. L'autre partie, quand je discute, et alors l'année dernière, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir des débats avec des fiscalistes. Enfin, d'ailleurs, moins de débats qu'ils m'ont fait venir parce que... alors j'ai eu l'occasion l'année dernière d'abord de discuter dans une table ronde sur les rapports entre moralité et fiscalité dans le cadre d'une journée organisée à Sciences Po sur les politiques fiscales internationales. L'idée des directeurs fiscaux du CAC 40, en gros, qui avaient organisé la journée, étant de sensibiliser Sciences Po à la nécessité de former les futurs hauts fonctionnaires à des compétences fiscales. Bon. Et en même temps, il y avait évidemment derrière une volonté de faire part de leurs inquiétudes par rapport à ce qui est en train d'être mis en œuvre par l'OCDE et le G20 en matière de pression supplémentaire sur les entreprises pour qu'il y ait du reporting pays par pays et qu'on voit un peu mieux comment la valeur créée et partagée entre les pays. Donc pour lutter contre l'optimisation fiscale et l'évasion, enfin optimisation fiscale dommageable ou évasion fiscale caractérisée. Et du coup, ce qui était très frappant, alors moi dans cette table ronde, j'avais dit vraiment ce que je pensais, et il se trouve que je travaille pas mal depuis quelques années avec un ami qui est directeur financier dans son groupe, et avec qui j'avais réfléchi déjà quand je faisais ma thèse, parce que je voyais bien les incohérences entre les engagements extra-financiers et les aspects fiscaux et comptables. Et donc cet ami m'avait bien aidé, et puis il s'était mis à réfléchir lui-même en se disant, au fond, ce que je fais comme bon cadre financier de mon entreprise, directeur financier, dans des filiales de son groupe dans différents pays, au fond, c'est peut-être légal, mais ce n'est pas juste légitime au regard de critères de répartition plus justes. Et donc c'est comme ça qu'on a réfléchi, et d'ailleurs c'est aussi co-auteur des 20 propositions. Et du coup, voilà, l'année dernière, je préparais mon intervention en essayant d'être bien au courant des dernières avancées ou pas du point de vue des comportements fiscaux des cadres, enfin des directeurs fiscaux. Et en pointant des problèmes, et notamment celui de la rémunération et le fait que la part variable de la rémunération des directeurs fiscaux et d'un certain nombre de cadres dirigeants des entreprises, pas forcément toutes, mais j'ai l'impression que dans bon nombre d'entreprises du CAC 40, eh bien, la part variable dépend notamment du taux effectif d'imposition réalisé par ces directeurs fiscaux dans l'année. Donc évidemment, là, c'est un pouce au crime, entre guillemets, par rapport à la lutte contre l'optimisation fiscale, parce que ça veut dire qu'on est d'autant mieux payé qu'on aura aidé son entreprise à payer moins d'impôts. Donc ça veut vraiment dire, alors dans les amis qui travaillent dans ces entreprises, certains disent, mais il faut absolument assurer une indépendance des directeurs fiscaux, que ça soit peut-être un statut de salarié protégé, de manière à assurer le plus possible une mise en œuvre par l'entreprise de cette responsabilité fiscale, de manière plus efficace. Voilà, juste pour donner deux exemples. Je vais le faire, donc, je vais le faire. Vous voulez pas un petit peu d'eau ?